une fois que Turing a introduit l'intelligence artificielle dans son article, des choses se sont passées. Je vais essayer de vous en dresser quelques caractéristiques, évidemment de manière très très brève. Alors, avant Turing, on doit garder en tête quand même qu'il y a eu un certain nombre de choses qui amènent à cette idée d'intelligence artificielle. Le fait que les humains cherchent à avoir des mécanisations avec avec des capacités identiques ou simulant des capacités des humains, est quelque chose d'ancien, de très ancien. Ça remonte très largement à l'Antiquité. Et puis ça traverse le temps, ça traverse les problématiques scientifiques jusqu'au XVIIIe siècle en fait. Et même chez Descartes, on voit, même chez des philosophes comme Descartes, on voit que c'est une problématique, y compris pour asseoir sa vision philosophique du monde. Ça donne des choses assez élaborées comme les automates de Vaucanson au XVIIIe, machines qui sont capables de se comporter de manière extérieure comme de la nature. Alors, c'est pas forcément des humains, mais c'est une machine célèbre qui est le canard un canard. Bon, donc, ça permet d'arriver à faire des choses qui marchent plutôt bien. Au 19e, on a une rupture, enfin une rupture conceptuelle avec notamment Frege, qui introduit des concepts qui permettent de faire le lien entre la description symbolique et la description effective. Frege, il ouvre véritablement la possibilité d'amener du sens, d'amener de la sémantique derrière les écritures symboliques et les écritures logiques. Et ce basculement vers le sens va être à la base en fait de la réflexion sur comment est-ce qu'on apporte du sens au dispositif. Et Frege ouvre tous les travaux qui sont portés par les logiciens au début du XXe siècle, notamment Gödel, Church, Herbrand, qui amènent au résultat de Turing, parce que la question que Church, Gödel et Herbrand essayent de prendre en charge, c'est celle de l'automatisation du raisonnement et du calcul. Vraiment d'un mot très rapide. Ce qui est très intéressant ici, c'est de voir que ce qui est à l'origine de l'intelligence artificielle, la problématisation qui est à l'origine de l'intelligence artificielle, on la retrouve dès la problématisation de l'automatisation du calcul. Alors, l'automatisation du calcul, c'est simplement l'automatisation d'une compétence humaine assez spécifique qui est limitée à celle du calcul. Et ce qui est formidable, c'est que chercher à automatiser le calcul a ouvert, en fait, au résultat d'un scientifique comme Turing, qui permettent d'avoir l'informatique contemporaine. Donc l'informatique contemporaine, elle est directement héritière des mêmes problématiques et questions scientifiques que celles de l'intelligence artificielle. Et en fait, même pour faire un pas un tout petit peu supplémentaire, vous voyez, ce qui est important ici, c'est pas seulement le calcul, c'est aussi le raisonnement. Et qui dit raisonnement dit maîtrise de la cognition, du cerveau en action sur des concepts et au travers de la langue. Alors, en parallèle de Turing, il y a quand même quelqu'un de très important. Enfin, à ce tournant de la moitié du XXe siècle, il n'y a pas que Turing, il y a aussi quelqu'un de très important qui est Claude Shannon, qui a amené la théorie de l'information, qui a été largement reprise, où donc, Turing essaye de dire comment est-ce qu'on réalise le calcul. Shannon essaye de dire comment est-ce que dans le calcul, il y a de l'information qu'on va pouvoir utiliser. Et véritablement, Shannon plus Turing, c'est ce qui ouvre la voie à toute l'informatique de la deuxième moitié du XXe siècle. En 1956, il y a un élément fondateur pour l'intelligence artificielle à Dortmund. Il y a un congrès au cours duquel est établi que la discipline intelligence artificielle doit exister et elle est portée par la communauté scientifique. Donc l'intelligence artificielle en tant que discipline se met en œuvre à partir de ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chercheurs sur cette problématique, il y a des conférences, il y a des journaux, il y a des enseignements sur l'intelligence artificielle.
Alors, il y a donc à partir de 56, on peut dresser, enfin, on peut mettre en avant un certain nombre de personnalités qui jalonnent les problématiques autour de l'intelligence artificielle. Et pour la première que j'ai souhaité mettre en avant, c'est Herbert Simon. Alors, Herbert Simon est un esprit brillant, un peu du même acabit que Alan Turing, mais dans une perspective complètement différente. Et c'est le nom que nous avons choisi pour notre bâtiment, puisque nous sommes dans le pôle Herbert Simon. Donc c'est une manière de lui rendre hommage. Alors Herbert Simon n'est pas un informaticien, c'est donc la première figure de l'intelligence artificielle que je mets en avant, et ce n'est pas un informaticien, c'est un économiste et qui a à la fois eu un prix Nobel en économie et le prix Turing, qui est une récompense de niveau équivalent au prix Nobel pour la discipline informatique. Et donc, il a eu à la fois un prix en économie et un prix en informatique au plus haut niveau international sur cette idée sur cette idée toute simple, mais c'est souvent comme ça, les idées simples sont souvent les meilleures, sur cette idée simple qu'il ne suffit pas d'avoir des systèmes à base de règles qui permettent de tout calculer, il faut en plus injecter localement de la connaissance. C'est exactement ce que je disais de manière. Enfin, c'est exactement ce que je disais pour sur l'histoire telle que racontée à l'enfant, le petit poussé raconté à un enfant. L'enfant, à un moment, décide d'arrêter d'aller chercher de l'information supplémentaire. Quand on lui parle de cailloux dans la forêt pour pas se perdre, l'enfant comprend qu'il n'a pas besoin de savoir que un caillou, c'est un silex, avec un silex, on peut faire du feu, etc., etc. Il arrête de chercher. Il a des heuristiques qui lui permettent d'arrêter de chercher, de se concentrer sur l'information importante. Et donc, ce que met en avant Herbert Simon, c'est la nécessité de trouver des solutions raisonnables. Et donc, alors, les solutions, elles ont un caractère de raison, donc elles sont raisonnables, à la fois dans des problématiques d'économie ou des problématiques d'intelligence artificielle et donc de calcul. C'est pour ça que cette simple idée de projeter de l'information externe via des heuristiques au moment où on fait des calculs donne des résultats aussi remarquables tant dans le champ de l'économie que dans le champ de l'informatique. Donc, Herbert Simon dit il faut trouver la bonne solution, la solution raisonnable au bon moment. Herbert Simon, c'est le milieu des années 50, hein, donc il se passe énormément de choses. Énormément de choses. Dans les années 70, cette idée qu'on peut définir les choses à partir de règles prend un espace gigantesque. Et c'est la grande période des systèmes experts. Donc on va chercher pour un problème un expert de ce problème qui va expliquer comment ça marche. Et donc on va écrire des règles qui représentent comment ça marche. Et en appliquant les règles, on essaye de capter la compétence de cet expert. Et puis, dans les années 80, dans les années 80-90, cette dernière partie du XXe siècle, on commence à avoir la concurrence entre deux choses. L'utilisation des systèmes experts, donc c'est tout le travail de Rose Young-Kunst sur le web sémantique, donc l'application des systèmes à base de règles pour aller chercher de l'information massivement et amener des nouveaux résultats. Et puis, en parallèle, on a l'émergence d'une nouvelle approche sur le traitement des problèmes d'intelligence artificielle. Et notamment, il y a les travaux de Marvin Minsky, Marvin Minsky est l'un des premiers à avoir introduit l'idée des perceptrons, donc l'idée d'utiliser des neurones, un élément de calcul inspiré des neurones humains pour réaliser le même genre de calcul que ce qui se passe dans le cerveau. Alors Marvin Minsky est une personnalité très étonnante puisque à la fois il propose cet élément, cette rupture conceptuelle avec l'introduction des neurones artificiels et en même temps il dit qu'il ne voit pas comment ça pourrait fonctionner. Il ne voit pas comment on pourrait véritablement les mettre en œuvre pour arriver à avoir un système qui se calcule. Donc ça va être résolu sur le transparent suivant. En parallèle, il y a également des gens comme Russell et Norvig, donc, qui ne sont pas dans le jeu de cette famille, c'est pour ça qu'ils n'ont pas leur illustration,
qui essaye de redéfinir où est la problématique de l'intelligence artificielle. Donc Russell et Norvig qui disent, mais attendez, il ne s'agit pas seulement de simuler une aptitude humaine, il faut aussi considérer qu'on a des agents. Ces agents sont rationnels et dans le sens où ils peuvent interagir, ils perçoivent ce qui se passe dans leur environnement et ils peuvent interagir sur leur environnement. Ça veut dire que la problématique, elle s'ouvre aussi sur l'incarnation de cette intelligence. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une machine qui fait le calcul comme un humain, mais il faut aussi dire où est-ce que ce calcul se réalise et avec quelle interaction ce calcul se réalise. Donc ça ouvre les problématiques de la robotique, des systèmes multi-agents, et ça pose la question, qui est une question très difficile et passionnante, de savoir, quand on a une machinerie, où est l'intelligence? Est-ce que l'intelligence, c'est d'avoir un ordinateur ultra capable, ou est-ce que c'est d'avoir une intelligence qui est distribuée dans plein de petits agents et que ça soit l'interaction de ces agents qui produit une solution intelligente? Ça pose vraiment tout un tas de problèmes. L'avantage de poser ces problèmes, c'est que ça ouvre des perspectives complètement différentes pour essayer de répondre à ces problématiques. Alors, je vous ai promis une réponse sur le transparent suivant. Donc, au fin des années 90, tournant des années 2000, c'est vraiment la fin des systèmes experts et l'apparition de solutions pour l'application des perceptrons. Donc, il y a deux personnalités importantes de cette période. C'est Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton qui construit des perceptrons multicouches. Donc, il n'a pas seulement une couche de réseau de neurones, on a vraiment plusieurs couches de réseaux de neurones. Et ce qui est important là-dedans, c'est que chaque couche est une idée de généralisation. Donc la première couche va regarder ce qui se passe en vrai et elle essaye de généraliser. Généraliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle essaye de automatiquement comprendre ce qu'elle a regardé. Alors, on ne sait pas très bien ce que veut dire cette généralisation, mais si on en a une généralisation de qualité, ça voudrait dire qu'on capte les bonnes règles qui permettent de produire ce qui est observé. Et Geoffrey Hinton dit, ah oui, mais il suffit de rajouter des couches, comme ça on fait des abstractions, d'abstractions, 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 et donc on a une idée de plus en plus générale de la règle, sauf que si on fait juste ça, ben, on va abstraire sur nos erreurs, nos erreurs, nos erreurs. Et donc, Geoffrey Hinton introduit quelque chose de fondamental qui est qu'il est aussi possible d'apprendre des erreurs. C'est-à-dire, quand on se rend compte, quand le réseau peut voir qu'il y a une erreur, alors c'est de l'information à intégrer à cette généralisation. Et donc, il introduit des mécanismes pour faire ça, notamment la rétropropagation du gradient à l'intérieur du réseau de neurones. Bon, peu importe les termes techniques, mais c'est vraiment cette idée que les réseaux peuvent être des objets beaucoup plus complexes que ce que Marvin Minsky avait introduit. Et puis, le grand tournant pour l'utilisation de ces réseaux de neurones, c'est donc, la théorisation de Yann Lequin, elle date de bien avant les années 2010, mais la réalisation de ces travaux, c'est au début des années 2010, où on a vraiment une révolution en termes d'intelligence artificielle, en termes de solutions d'intelligence artificielle, avec l'apprentissage automatique. Donc, c'est les réseaux de neurones convolutifs qui sont inspirés, alors c'est amusant, ils sont inspirés du fonctionnement de la cornée des animaux. Donc c'est l'architecture neuronale qui est utilisée dans la cornée des animaux, qui a inspiré Yann Lequin pour construire des réseaux de neurones, des réseaux de neurones qu'on appelle profonds. Et grâce au développement technique et technologique, donc grâce aux capacités de calcul qui ont été décuplées au cours de ces dernières, jusqu'au début des années 2010, il y avait la possibilité de réaliser ce calcul profond, cet apprentissage profond, ce deep learning, et ça donne des résultats d'une qualité incroyable, tant sur
de la reconnaissance d'images que sur du traitement de la langue naturelle. Euh, Alors, il faut avoir en tête que ce n'est pas de la magie, pardon, ce n'est pas de la magie, c'est beaucoup, beaucoup de forces de calcul qui sont mobilisées pour arriver à avoir ces généralisations sur des volumes de données qui sont gigantesques. Et c'est véritablement ça qui est en jeu. C'est qu'on est parti de quelque chose de très simple, très simple en termes de description que sont les systèmes à base de règles, pour arriver aujourd'hui à de la généralisation à partir des données. Ce concept d'apprentissage automatique. Alors pour arriver à ça, il a fallu avoir des algorithmes qui permettent de le faire, bien évidemment. Il a fallu avoir les capacités de calcul et il a fallu avoir les données pour avoir suffisamment d'observations pour apprendre correctement. Et ça a un coût gigantesque. Alors ça a des réussites formidables. Vous avez probablement entendu parler, par exemple, du logiciel AlphaGo qui a battu les meilleurs joueurs de Go du monde ces dernières années. Une petite note dans cet historique de l'intelligence artificielle, 2018, rapport Villani. Donc c'est un député qui avant d'être député était un mathématicien qui a obtenu la médaille Fields, qui est une récompense internationale de très 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 haut niveau. Il lui a été confié une analyse, la mission de faire un rapport sur l'intelligence artificielle. Et dans ses conclusions, il dit que l'intelligence artificielle va devenir une des clés du pouvoir de demain dans un monde numérique, où il identifie 4 secteurs qui sont prioritaires dans les développements autour de l'intelligence artificielle, donc la santé, l'écologie, les transports, mobilité, et puis la défense, la sécurité. Son rapport s'est accompagné d'un plan sur l'intelligence artificielle qui est doté de 1,5 milliard d'euros, qui fait que l'intelligence artificielle est un challenge à la fois scientifique, technologique, technique et politique, en fait, sociétal, pour le futur.